pour d'avoir, en tout cas libre à chacun d'avoir sa conviction. À présent, on se tourne vers notre invité, M. Pierre-Joseph Kamano, ancien fonctionnaire à la Banque mondiale. Avant là-bas, il a servi au niveau de l'administration guinéenne au compte du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Kamano, Joseph Pierre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Une première fois qu'on se voit. Tout à fait. Nous allons analyser avec vous la situation de l'éducation guinéenne. Quand vous avez vu les différents résultats, l'entrée en 7e année, le BEPC et le baccalauréat unique, à quoi vous avez pensé en premier lieu? D'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation qui m'a été faite. Un devoir. Merci infiniment. Et je pense que c'est un énorme débat qui s'ouvre avec ces résultats. Un débat qui apparemment aurait dû être depuis fort longtemps. Parce que quand vous vous souviendrez, après le changement de régime en 1984, il y a eu des états généraux de l'éducation et il y a eu un sursaut national en faveur de l'éducation, surtout lorsqu'il y a eu le mouvement pour abandonner les langues nationales. Vous vous souviendrez combien de fois on s'est mobilisés tous en tant que nation pour faire de l'éducation une priorité. Pendant plus de 6 mois, nous avons formé l'ensemble des enseignants du pays au français, aux sciences, aux mathématiques, à la pédagogie. Nous avons remobilisé l'administration nationale. Il y a eu des formations. Déjà en janvier 1985, il y a eu plus de 50 fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui ont été amenés à l'étranger pour des formations. Et donc, ceci a contribué à continuer à accroître les performances du système éducatif national, qui était d'ailleurs une fierté dans la sous-région. Nous étions fiers, nous, lorsque nous étions étudiants en 1972, déjà à l'université, de nous comparer et de dire que nous étions les meilleurs en mathématiques de la sous-région, les meilleurs en physique de la sous-région, de façon, disons, en sciences. Les sciences exactes. Nous étions les meilleurs. Et nous n'étions pas aussi les moins bien en français et dans les autres langues. Mais nous étions vraiment une référence dans la sous-région. En 72. Déjà en 72. Déjà en 72. Ouais. Okay? Et ceci a continué quand même pendant toute l'ère, je dirais, de Sékou Touré, jusqu'un peu après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté malheureusement un effritement. À quel niveau? Un effritement de l'ensemble, disons, du secteur public, je dirais, de façon globale. Et je vous donnerai des exemples. Allez-y. Quand vous prenez le système éducatif, on a assisté à l'avènement, je dirais, pendant l'ère du général Conté, après les élections, déjà depuis les années 90, on a assisté à un certain effritement du système éducatif et de l'administration de façon globale, où il y a eu une espèce de capture de l'élite en faisant en sorte que le public devienne faible pour qu'il capte ces éléments du système et ainsi développe leur business. Ceci est intervenu dans l'éducation, c'est à ce moment. Je n'ai rien contre le privé, je pense qu'il faut développer le privé, mais il faut des normes. C'est à ce moment que le secteur privé s'est développé tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé avec les cliniques et les pharmacies et beaucoup d'autres choses. Et ceci s'est fait malheureusement au détriment du public. Vous verrez d'ailleurs à ce début, c'était des fonctionnaires de l'administration qui ouvraient les écoles ou qui ouvraient des cliniques ou qui ouvraient des pharmacies parce qu'ils avaient non seulement accès aux ressources financières, mais également au système et aux mécanismes. Ce qui fait qu'ils ont vraiment contribué de façon drastique à affaiblir le système public. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais prenons, disons, le revers social de cela. On sait que l'école est un moyen quand même qui permet de hisser ou de donner une chance aux pauvres pour qu'ils accèdent à un certain bien-être. Et il se trouve que l'école, affaiblissant le système public auquel ont accès les plus pauvres, a continué à reproduire les différences sociales. Et ceci a continué tout au long de cette ère, et vous verrez
d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup qui ont commencé avec l'enseignement supérieur à demander à ce que l'État oriente des étudiants chez eux et finance cela. Et donc, c'était vraiment un financement qui venait avec une capture de ressources. Et ceci a continué avec l'ère du professeur Alpha Condé, malheureusement, et qui a politisé le système. Il l'a politisé à tel point que ceci a affecté drastiquement la qualité, en faisant en sorte que beaucoup de militants, entre guillemets, ou de gens qui devaient bénéficier des faveurs du parti étaient envoyés comme fonctionnaires au niveau de l'éducation. Et c'est ainsi... Le recrutement en masse des militants. Voilà, malheureusement. Et sans aucune norme. Et ceci, quand vous n'avez pas un enseignant de qualité, il est évident que vous ne pouvez pas avoir un élève de qualité. Nos enfants sont très intelligents. Nos enfants... Le Guinéen est naturellement intelligent. Nous sommes tous très intelligents, je dirais. La preuve, c'est que nous avons des gens qui enseignent dans des universités américaines. Nous avons des gens qui sont très compétitifs sur le plan international. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on voit aujourd'hui, et ceci vraiment a continué, cette déliquescence de l'État, cette politisation du système éducatif au point que l'on est arrivé à un moment où chacun a baissé les bras. Tout le monde laisse faire. Les parents disent, l'année passée, j'étais tellement surpris d'entendre certains dire, oh, mon enfant a échoué parce qu'il n'est pas malinqué. Je trouvais ça très pénible parce que c'est un message dramatique que l'on envoie à l'enfant. On ne lui dit pas, écoute, c'est l'effort qui paye. Et donc, même les parents sont amenés à démissionner de cette façon. Et c'est pourquoi il est très important, je pense, que l'on remette les pendules à zéro. Et ces résultats que nous venons de voir aujourd'hui, même s'ils sont... ça interpelle. Même s'ils reflètent une certaine réalité, ils interpellent. Et je pense que quel que soit le bord, quelle que soit la pensée politique ou l'orientation des uns et des autres, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous voulons le bonheur de nos enfants. Nous voulons une bonne éducation pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants soient compétitifs. Et pour cela, il va falloir... une bonne formation. Mettre de côté d'abord ces égos et ces différences et dire que nous voulons du bien pour nos enfants. Et pour cela, n'oublions pas aussi que nos grands projets que nous avons aujourd'hui, Simandou et autres, si nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée, ce sont les jeunes de la sous-région des autres pays qui vont venir travailler à notre place. D'importer la main-d'œuvre. Déjà, on le voit sur beaucoup de secteurs. Et c'est pourquoi il me semble qu'il ne faudrait pas dire que c'est la faute d'un ministre ou de celui-ci, c'est une erreur. Ce n'est pas sociétal. C'est pas en une année que l'on a affaissé le système éducatif de cette façon. D'accord. Je pense qu'il est important. Mais l'État est responsable. C'est l'État au cœur de... Tout à fait. L'État ne peut pas se dégager de cette responsabilité. Oui, mais moi je voulais savoir, comment est-ce que, parce qu'il y a eu beaucoup de ministres qui sont succédés à la tête de ce département, depuis le début de cet effritement dont vous parlez, comment se fait-il que les gens n'aient pas perçu cette dégradation, cette dérive-là? Écoutez, je ne pense pas qu'ils ne l'aient pas perçu. Je pense qu'ils ont bien perçu le problème. Le problème, c'est qu'eux-mêmes étaient partis, beaucoup de ministres qui sont passés là, ont eu leurs écoles, ils ont construit. Ils ont fait partie du problème. Exactement. D'accord. Je pense que si on ne prend pas un certain recul pour remettre les choses, avoir une analyse certaine, une analyse quand même assez, disons, fraîche de ces problèmes, avec un bon recul, on n'arrivera pas aux solutions escomptées. Alors, le problème aujourd'hui, il est là, il est en face. C'est qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui ont échoué. Donc, il va y avoir forcément une pléthore dans les salles de classe, avec la qualité très misérable des formateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour relever? Parce que l'éducation guinéenne est à terre. Qu'est-ce qu'il faut pour relever, Vous savez, pour relever cette éducation? Je comprends le problème que vous posez. Et il est là. Le ministre qui est venu récemment, très récemment, il a vu les problèmes. Il a essayé certainement de dire que la solution, c'est l'évaluation. Vous savez, il y a des systèmes éducatifs. Si vous prenez le système éducatif américain, l'État fédéral, l'État central
ne se mêle pas des programmes et disons, de la façon dont l'éducation est exécutée. Ceci revient aux États et aux counties, en fait. Mais il fixe des normes à atteindre, un minimum à atteindre pour chacun des seuils. Et ça, ce sont des examens, disons, presque nationaux à l'échelle. Si vous allez prendre le GER, par exemple, ou le TOEFL, vous l'avez de façon standardisée sur l'ensemble. Okay? Ils ont fixé cela. Mais ils sont certains qu'il y a un ensemble de conditions qui sont déjà remplies. D'abord, que les administrations de l'éducation à ces niveaux sont assez solides, assez fortes. Okay? Et c'est là où il y a eu l'erreur, je dirais. On s'est focalisé cette année sur la crise des examens, dire qu'on va faire en sorte que les examens soient le plus sérieux possible. Très bien. Mais est-ce que l'on s'est assuré que l'enseignement a été dispensé? Non. Combien? Et aujourd'hui, on ne sait même pas combien de jours de classe les élèves ont Donc, reçu. il y a des inspecteurs qui passaient. Ça veut dire qu'on n'est même pas certain, vous n'êtes pas certain que ces inspecteurs-là fassent leur travail parce que l'évaluation du programme a été faite pour savoir est-ce que les programmes ont été exécutés. Dans la plupart des cas, c'était au-dessus de 95%. Et on nous a dit que les sujets qui ont été donnés, c'est les sujets qui ont été dispensés en classe. Voilà, justement. Il est très important de voir où ces inspecteurs sont allés pour essayer d'évaluer le taux d'exécution de ces programmes. Je ne suis pas certain qu'au regard de ce qui s'est passé, qu'il y a eu une évaluation de l'exécution de ces programmes. Deuxièmement, supposons que les programmes aient été exécutés. Est-ce que les élèves étaient présents? Parce qu'on n'exécute pas les programmes pour les exécuter. Très souvent, entre la craie et les tables bancs, il faut les élèves. On a vu des cas où les enseignants, les professeurs envoient des polycopies aux élèves ou disent aux élèves de telle classe de recopier auprès de celui-ci. Et puis, pour eux, ils considèrent que le cours est dispensé. Je pense qu'il faudrait faire la différence entre une exécution sur papier et une exécution correcte. Si l'exécution était correcte, je ne suis pas certain que nos enfants auraient échoué de cette façon. Ils ne sont pas aussi bêtes. Encore une fois, je pense que l'évaluation n'a pas été correcte. Il faudrait le refaire. Il faudrait s'assurer que les cours... Laquelle des évaluations? L'évaluation de l'exécution des programmes. Ah, d'accord, oui. OK? Et même si cette évaluation a été faite, il faudrait bien comprendre que dans les normes internationales, et d'ailleurs, dans les solutions, on reviendra sur les questions des normes. Tout à l'heure, ça va être ma question suivante. Là. On ne sait pas combien d'heures de cours ont été effectivement dispensées. On ne le sait pas. Et c'est pourquoi il est très important de fixer un ensemble de normes. On sait aujourd'hui, par exemple, pour le primaire, il faudrait au moins 178 jours effectifs de classe pour qu'un élève puisse dire qu'il a rempli une année scolaire. Est-ce que c'est le cas chez nous? Je ne suis pas certain. Alors, il y a une bêtise qui est en train de prospérer, parce que c'est pas moi qui le dis. Très rapidement, on va gagner un temps. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'entends. C'est que on est en train de changer le système, le curricula. Et je l'ai dit ici la fois passée, introduire d'autres options au lycée. À l'éducation fondamentale de l'école primaire jusqu'en 10e ou 9e année. Donc, supprimer l'examen. Est-ce que c'est ça la solution en réalité? Écoutez, sans avoir un programme adéquat. Il me semble très important de voir de façon assez sereine les problèmes du système éducatif. Il faudrait que l'on s'accorde sur les finalités de chacun des niveaux. À un moment, on s'y est accordé et aujourd'hui, on ne sait pas ce que l'on veut vraiment à chacun de ces niveaux. Mais on parle du système LMD, recentré sur l'apprenant. Ça, c'est au niveau de l'université, au niveau du supérieur. Oui. Maintenant, même ça, il y a des choses à redire. Non, absolument. Mais revenons, pour arriver au système LMD, il faudrait bien que l'enfant ait fait les 12 années de scolarité. Et ces 12 années chez nous sont subdivisées en 3 grandes étapes ou 4, si on prend le préscolaire. Okay? Mais si vous prenez les 12, disons, fondamentales,
vous avez le primaire, le premier secondaire, cycle du secondaire et le deuxième secondaire. cycle, ouais. Qu'est-ce que nous voulons de nos enfants qui finissent le primaire? Est-ce que nous voulons simplement qu'ils soient à même de reproduire comme des petits perroquets ce qu'on leur dit, ou alors qu'ils soient capables de certaines compétences, y compris des compétences sociales, qui nous manquent beaucoup d'ailleurs dans disons, l'amour de l'autre ou le civisme dont on reproche, etc. Je pense qu'il faudrait s'accorder. Au second cycle, disons à la fin du collège, l'enfant à quel âge? En 10e année, il doit avoir 16 ans déjà. On sait qu'on ne peut pas préparer tout le monde pour l'université. Mais est-ce qu'on peut commencer à les préparer pour le monde professionnel? Je pense que c'est là qu'il faut décider. Et conséquemment, donc, les programmes doivent être en adéquation ancrés avec, absolument avec ces avec objectifs. ces objectifs. Et tout comme à la fin du second cycle du secondaire. Allez-y. Oui. OK? Donc, une fois que l'on s'est accordé sur ces différents éléments, il va falloir donc mettre en place des mécanismes nous permettant de faire un suivi. Parce que, n'oubliez pas une chose, ce que l'on ne mesure pas n'est pas exécuté. Si vous voulez le faire exécuter, il va falloir que vous vous assuriez que vous suiviez exactement que c'est bien fait. OK? Donc, si vous ne le mesurez pas, et pour le mesurer, il vous faut des données fiables. Parce que nous avons eu plusieurs données, et si ces données ne sont pas là, ne sont pas collectées à temps, analysées et retournées, on ne peut pas faire s'en sortir. Oui, question. Oui. Alors, moi, je voulais demander autre, peut-être plus de solutions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux de réactiver les groupes pédagogiques qui existaient dans le temps au niveau de nos écoles? Je ne sais pas à date où on en est avec cela, avant même de parler des inspections au niveau des directions communales. Et ensuite, pour ce qui est du déploiement des enseignants à l'intérieur du pays, à un moment donné, l'État avait mis une stratégie en place avec les primes d'encouragement, les primes de zone. Aujourd'hui, où on en est avec tout cela là? Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste de solution? Il y a, je dirais, un ensemble de solutions, un ensemble de stratégies qui avaient été déployées au niveau du système éducatif. On refait le monde, mais je pense qu'il ne faudrait pas refaire le système éducatif, il faut plutôt l'améliorer. Okay? Le renforcer. Le renforcer et l'améliorer. Et puis le mettre sur son actualité. Je pense que les choses ont évolué, il va falloir le recentrer sur son actualité. Vous avez l'impression qu'on est en train de refaire le système? Absolument. On a l'impression que chaque ministre qui vient, il balaye tout ce qui a été fait pour pouvoir... Parce que déjà, vous le disiez, qu'il y a eu cet effort de redéploiement. Aujourd'hui, on sait que ce redéploiement a échoué simplement pour des causes politiques. Parce que les enseignants sont partis et ils sont revenus parce qu'ils étaient militants de parti. Okay? Et ça s'est fait... Donc il faut dépolitiser le système. Le système éducatif doit être dépolitisé, certainement. Je pense qu'on en a besoin. Mais au-delà de cela, si au lieu de dire que l'enseignant n'a qu'à aller ici ou là, pourquoi ne pas mettre les ressources au niveau de l'école? Parce que si le salaire de l'enseignant est attaché à l'école, s'il n'est pas là, il ne peut pas être payé. Donc il y a déjà beaucoup de solutions qui ont été apportées. Avec les responsables d'école malhonnêtes, si vous mettez là-bas, il est capable de négocier avec l'enseignant. Même s'il n'est pas là? Oui, les deux se partagent. Les deux se partagent. Ils sont très malhonnêtes. Oui, il faut accompagner cela avec une rigueur, bien entendu. Il faut partir du principe que l'individu est bon. Je pense qu'il faut commencer par cela. C'est la société qui le rend ce qu'il est. Et si donc, et je vous disais tout à l'heure que ce qui n'est pas contrôlé n'est pas exécuté. Vous ne pouvez pas mettre en place un tel système sans de la gouvernance. Et cette gouvernance aujourd'hui est possible. Elle est faisable, elle est possible et il est indispensable de la changer. Elle fait partie de l'élément clé des changements. Il y a autre chose. Il va aussi poser une question. Au vu de tout ce que vous avez dit et surtout vous profitez de votre proximité avec les au vu de l'ampleur, du problème de l'éducation guinéenne, moi la question que j'ai envie en termes de déliquescence, par quoi commencer? Parce qu'in fine, vous dites que il faut pas refaire, mais moi j'ai l'impression que tout est à faire en passant des infrastructures, les programmes, la formation des enseignants, la gouvernance dont vous venez de parler. Concrètement, par quoi commencer et quoi faisant?
dans la réforme d'un système éducatif qui n'est pas une école, qui est un ensemble d'écoles, comme vous le savez, on ne peut pas dire que l'on commence par A. C'est un ensemble de paramètres sur lesquels il va falloir exercer une certaine activité, une certaine action. Il va falloir travailler sur la gouvernance, qui est indispensable. On sait aujourd'hui, et cela pour moi c'est l'élément essentiel sans lequel on ne peut rien bâtir. Si cette gouvernance n'est pas reprise et remise à, disons, à une modernité, on ne peut pas. Il faudrait pouvoir savoir aujourd'hui si le directeur d'école qui est, disons, à Kenyeko, qui est chez moi, est là-bas, il est venu aujourd'hui et on peut le savoir. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour le savoir. Est-ce que ces élèves sont en classe? Est-ce que la craie a été acheminée jusque-là? Ceci est faisable. On peut le savoir. Il y a des directions et des inspections régionales pour ça. Est-ce que l'inspecteur est passé voir l'enseignant qui est là? Ou bien il n'est pas passé depuis 6 ans? Il y a des cas où l'inspecteur n'est jamais venu dans une école rencontrer un enseignant. Ceci est très important. Cette gouvernance est indispensable. Le deuxième élément, il faut parler de la question enseignante. Nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui de la planète, je dirais, qui forment ces enseignants sans le baccalauréat. Je pense qu'il faudrait remettre l'enseignant. On ne recrute pas avant le bac, il faut le recruter après le baccalauréat. Et après le baccalauréat... Y compris celui de l'élémentaire? Y compris celui du préscolaire. Ah, d'accord. Tous. D'accord. C'est après le baccalauréat, vous faites une formation d'au moins 3 ans et vous avez de pédagogie et de didactique et vous vous orientez maintenant vers le préscolaire, le primaire ou le secondaire. Et ceux qui sont déjà dans le dispositif, qui ne réunissent pas ce critère-là, il faut les sortir du dispositif? Non, vous ne les sortez pas. Par contre, il va falloir les évaluer, mettre en place des programmes de formation comme ceux qu'on avait mis en place en 84, 85. Et ensuite, vous leur offrez la possibilité de passer des tests. Il y avait Mané à l'époque. Non, mais on vous dit certains qu'on a catégorisé les enseignants. Il y en a qu'on ne peut pas du tout former. Il y a le tiers fort, le tiers moyen et le tiers faible. Si on ne peut pas les former, il faut comprendre qu'il est plus dangereux de mettre ces gens en classe que de les mettre ailleurs. On ne peut pas les garder en classe. On sait aujourd'hui que plus de 30% des enseignants du primaire sont inaptes à être dans l'éducation. Et plus de 50% de ceux du secondaire ne peuvent pas enseigner. On perd du temps et de l'argent. Imaginez, vous connaissez le budget de l'éducation. On en a une vague idée. Prenons des pourcentages. Vous avez le budget de l'État, j'ai vu le budget 2022, aux environs de 30 000 milliards. Supposez que vous avez 20% de ce budget à l'éducation. Vous êtes autour de 5-6 milliards. 6 000 milliards. D'accord? L'éducation a moins de 15%. C'est ce qu'on dit. Mais si vous prenez la masse salariale, elle est très importante. Je ne suis pas certain. Vous devriez être autour de 18%. Okay? En tout cas, les analyses, lorsque je quittais la banque, étaient aux environs de 18%. 18-19%. Et donc, si vous prenez ce montant, vous êtes à environ presque 300 000 francs guinéens par élève et par année que vous injectez dans le système. Imaginez maintenant combien on avait 500 000 candidats cette année aux différents examens. Multipliez ça, vous avez combien? Vous avez plus de 250 milliards. Vous avez près de 30 millions de dollars que nous perdons chaque année juste au niveau de ces 3 examens, sans compter l'ensemble. Si vous prenez l'ensemble, vous avez sur les classes intermédiaires 15% de redoublement et 11% d'abandon environ. Et tout cela, c'est de la perte sèche de l'État. Il faudrait donc que l'on demande les comptes aux gestionnaires de ces fonds. On ne peut pas investir autant pour rendre crétins nos enfants. Je pense qu'il faudrait faire en sorte que nous rendions compte. Et donc, pour moi, faire des mécanismes de redevabilité et de responsabilisation. Est-ce qu'il faut déjà auditer le département? C'est déjà fini, oui. On est déjà... Il faut des mécanismes de responsabilité. Il faut responsabiliser les gens, les administrations aux différents niveaux, donc leur donner une certaine autonomie, mais de la redevabilité. D'accord. Il faudrait qu'ils puissent rendre compte et tout. Pierre-Joseph Kamano, ancien fonctionnaire au niveau de la Banque mondiale.
mais également ancien travailleur au niveau de l'administration, précisément le ministère de l'Éducation nationale. Merci à vous d'être passé dans cette émission, une première, mais on ose espérer que ça ne sera pas la dernière parce qu'on aura besoin de tirer beaucoup d'expérience de vous pour que